Buonasera a tutti, merci de nous retrouver sur VHTL pour suivre les commentaires de l'actualité de nos confrères de la presse avec ce soir Jérôme Souzine de RCFM. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Dominique Moret de VHTL. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Et Gabriel Xavier Couilloli. Bonsoir à vous Gabriel et merci à tous les trois pour votre fidélité. Alors après un mois d'attente insoutenable, la France a enfin un gouvernement. S'il y a quelques entrants à peu près inconnus dans la sphère politique, on y trouve 14 anciens et 13 nouveaux. En fait, on est dans la continuité du précédent quinquennat, contrairement à ce que Macron avait annoncé, Gabriel. Ouais, bah c'est morne pleine. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à dire parce que je trouve que la politique devient très, très triste. C'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'il y ait quand même un peu d'animation, que notamment on traverse quand même des crises à la fois nationales et mondiales très très graves. Et on a l'impression qu'il y a une espèce d'habitude technocratique comme ça, qui fait qu'on a des gens qui sont, entre guillemets, peu excitants, qui viennent pour faire un boulot. Enfin, c'est un peu comme des insectes intelligents, quoi. Ils font leur petit boulot, puis c'est tout. Et en attendant, moi je pense que c'est pas bon du tout, hein, parce que ça fermente dans le peuple, et qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Et qu'à un moment donné, il y a une petite étincelle qui met le feu à la plaine, et on ne sait pas pourquoi à ce moment-là, mais en tout cas, c'est ce qui risque de se passer. Enfin, vous vous attendiez à quoi aussi? Rien du tout. Non, mais c'est ça qui est étonnant. C'est que je m'attendais à rien, il ne s'est rien passé de particulier. Je sais pas quoi dire parce que c'est... D'abord, il y a les élections législatives et après, on se dit qu'il y a des têtes qui vont changer. Donc, on est toujours dans une espèce de brouillard comme ça. C'est un bon ou un mauvais signe, cette continuité, Jérôme? C'est une continuité qui n'est pas surprenante. Effectivement, on le disait dans un précédent rendez-vous ici sur ce plateau riviste, on présageait l'installation de M. Le Maire, de M. Attal, de M. Dupond-Moretti. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'effectivement, ce gouvernement et Emmanuel Macron, qui semble-t-il est aussi le chef du gouvernement, a laissé en place à des postes clés les comptes publics, l'économie, la justice, là où ça pourrait sentir mauvais si on regardait ce qu'il y avait sous le tapis. Ça veut dire qu'il y a des fois qu'on se rende compte que les comptes de la France sont en ruine, eh bien ceux qui sont en poste aujourd'hui le savaient déjà et savent déjà gérer la chose. Donc c'est un peu wait and see, quoi, en quelque sorte, jusqu'aux législatives. Alors on savait finalement à quoi s'attendre, on sait à quoi s'attendre. Alors peut-être à l'exception du ministère de l'Éducation nationale, là on passe d'un ministre très très à droite avec Blanquer à Pape Ndiaye qui a déjà lui suscité la polémique. C'est la seule surprise finalement. Est-ce que ça implique un changement de politique Non, peut-être dans l'affichage. Effectivement, Pape Ndiaye, ça permet de dire à un certain électorat qui aurait voté Mélenchon, regardez, nous aussi, on n'est pas dogmatique sur la laïcité. Peut-être qu'à ce propos, un nouveau ministre de l'Éducation, moins, on va dire, à cheval sur les questions universalistes, pourrait permettre aux militants de la langue corse de trouver davantage de place dans l'éducation. Ça reste à vérifier. Dans l'ensemble, ça change très peu. Peut-être que la bonne nouvelle, c'est que Gérald Darmanin est reconduit. Et il l'avait dit avec les élus corses, ce qui prouve quand même c'est quelqu'un qui a une forme de parole. Hein. Il savait probablement. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que le gouvernement a tardé à être nommé et que Emmanuel Macron a gardé la main plus que de raison dans cette passation. C'est peut-être une façon de dire, regardez, le patron, c'est encore moi, le chef de la majorité, c'est moi. On imagine mal Elisabeth Borne être une chef de la majorité. Darmanin qui ne change pas d'affectation, ça veut dire que ses conseillers restent, que le dossier corse qui nous intéresse prioritairement, et finalement il y a une continuité. Oui. Ça c'est plutôt une bonne chose, non? Oui, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de fumée d'un côté ou de l'autre. Hein. Il n'y a plus de feu. Hein, il n'y a plus de feu, tant mieux. Mais surtout, on voit bien qu'il y a plus de la moitié de ce gouvernement qui est en campagne aux législatives. Et des législatives, il y a 15 ministres sur 28, je crois, qui sont en campagne. Donc c'est vraiment, pour l'instant, y compris M. Darmanin, on peut imaginer qu'ils sont tous le nez dans la campagne des législatives, en train de viser la députation. Et pour l'instant, Darmanin ou pas Darmanin, ça ne change pas grand-chose, malgré les appels du pied, ou direct ou indirect, de l'exécutif. Et puis, excusez-moi, il y a quand même un truc qui montre une grande continuité, c'est l'affaire Ferrand, dire. C'est ce que oui. Vous anticipez ma question suivante. Non, mais je trouve ça hallucinant. Parce qu'on sait tous qu'à un moment donné, il faudra bien que Ferrand obtienne une semi-liberté. Or, jusqu'au dernier moment, c'est le gouvernement, puisque c'est Dupond-Moretti, c'est le procureur qui a fait appel, bloque
de façon à faire durer le supplice comme ça. Et c'est quelque chose à la fois de lamentable, d'extrêmement dangereux, parce qu'on s'aperçoit que là, pour le coup, c'est une véritable vengeance d'État. Hein, en ce sens qu'encore une fois, je le répète, il y a un moment donné, ils ont cédé pour les détenus particulièrement signalés, et ils vont céder aussi là-dessus, mais jusqu'au dernier moment, ils auront empêché. Alors, il y a aussi, on a vu le refus pour Alain Ferrand, ce sera certainement la même chose pour Pierre Alessandre, et puis on voit que les interpellations recommencent à un rythme assez régulier par rapport aux manifestations. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation pas semblable à celle qu'on a connue au mois de mars, mais qui commence à y ressembler? En tout cas, la situation se dégrade. Il y a des incendies réguliers. C'est plus des plasticages, ce sont des incendies avec des inscriptions IFF. Effectivement, la situation, on semble être à l'aube d'un nouveau cycle à répression, violence. Et pour rebondir à ce que disait Gabriel Xavier tout à l'heure, ce qui est surprenant dans l'affaire Ferrand et Alessandre, c'est les motivations, c'est-à-dire la crainte d'un trouble de l'ordre public. Or, s'il y a eu trouble à l'ordre public, c'est bien parce qu'Ivan Colonne n'avait pas été rapproché, enfin parce qu'il a été agressé, mais effectivement, s'il avait été à bord, ou peut-être qu'il n'aurait pas été agressé. Donc finalement, l'argument ne tient pas, quoi. Non, mais c'est hallucinant. D'ailleurs, quand on regarde l'argumentation de la Cour d'appel, c'est oui, toutes les conditions sont réunies pour qu'il obtienne la semi-liberté, mais à cause de ce qui s'est passé il y a quelques mois, comme si Ferrand y en était responsable en quoi que ce soit, on ne veut pas. D'où la nécessité qui est vraiment une prise en main globale de ce dossier Corse, hein, parce que j'aime pas le terme monsieur ou madame Corse, mais il faut vraiment que ça puisse avancer surtout de manière parallèle, pas seulement sur le volet politique, mais aussi sur ce volet judiciaire. Voilà, il faut qu'on s'en sorte. Et vous pensez qu'il y a une réelle volonté d'avancer ou de créer les conditions d'un dialogue? Parce que quand on voit que tout ce qui est mis, pas interdit, mais enfin, on fixe déjà les limites avant de commencer à discuter. Là, les signes ne sont pas bons. Pour l'instant, les signes ne sont pas bons. Mais comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, le dossier Corse, maintenant, c'est un peu, ça compte plus grand-chose, quoi. C'est aux Corses de lui donner sa propre valeur. C'est aux Corses de s'entendre et de dire... C'est le problème de fond. Hein. Voilà sur quoi on doit avancer, voilà la nécessité réelle d'avancer. Et j'entends beaucoup de candidats à la députation dans cette campagne dire qu'il y a eu un choc de ce qui s'est passé au mois de mars avec l'affaire Colonne, avec les manifestations, etc. Enfin, l'affaire Colonne, assassinat. Hein. Les manifestations, et beaucoup de candidats, tous bords confondus, dire on a été choqués, etc. Mais bon, il faut qu'au-delà du choc... ils portent aussi ces candidats, hein, parce que la campagne s'est faite pour ça, ils portent aussi, qu'ils soient élus ou pas élus demain, cette volonté de mettre les choses à plat, dire il ne faut plus que ça se reproduise, il faut qu'on avance, mais de façon globale. D'accord, ça d'accord, mais avancer de façon globale, il faut mettre quand même un contenu à ces discussions. Et là, visiblement, y compris du côté corse, on ne voit pas trop le contenu. Oui, parce que pour avancer, il faut deux jambes. Il y a la jambe de l'État qui, c'est vrai, traîne un peu, mais il y a aussi la jambe corse où, encore une fois, là, derrière le mot autonomie ou même autodétermination, c'est très vite dedans. Hein. C'est que s'ils arrivent tous à Paris avec chacun des propositions différentes, ça va être catastrophique. Parce qu'ils vont avoir affaire à des spécialistes qui connaissent très bien les discussions et tout ça. Ils vont se faire mettre en morceaux. Bon, le problème, c'est d'arriver à quand même à serrer les problèmes les plus urgents. Ils sont de tous ordres, énergétique, transport, etc., etc. Et surtout de proposer des solutions. Parce que c'est ça. Il ne s'agit pas de poser des problèmes à Paris en disant trouvez-vous les solutions. Il faut que la Corse démontre qu'elle est en capacité d'être en autonomie. Aujourd'hui, on n'a pas vu quand même de préparation de ces discussions-là. Bon, on a annoncé au mois de mars les discussions. Nous sommes en juin, elles n'ont pas commencé, mais elles vont commencer. Et entre-temps, durant ce délai, on n'a pas eu l'impression que l'Assemblée ait beaucoup travaillé sur la proposition. C'est-à-dire que l'Assemblée est tenue également par le fait qu'il y a une campagne pour les législatives. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. Un élément par rapport au remaniement, enfin à la nomination du gouvernement, on constate que le ministre en charge des collectivités locales, qui aura probablement un mot à dire, M. Béchu, est un ancien de LR qui est parti de LR au moment où Wauquiez a pris la présidence. Et c'est un proche aujourd'hui d'Édouard Philippe. C'est un profil qui est très proche finalement de celui de Laurent Marcangeli. C'est peut-être pas anodin de constater que celui qui peut-être aura un mot à dire est très proche de celui qui est le leader de l'opposition à l'Assemblée de Corse. Ça peut donner une idée des perspectives à venir aussi. Et sur le fond ?
Sur le fond, il faut un diagnostic d'abord, c'est-à-dire qu'il faut analyser ce qui ne va pas. Moi, je le dis toujours, on a eu que la collectivité, les institutions corses n'ont eu que des cadeaux empoisonnés depuis les transferts, depuis la création de l'Assemblée, hein, depuis 81, depuis tous les transferts de compétences, ça a été des cadeaux. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. On voit bien que ça ne fonctionne pas en l'état. Donc, il faut une mise à plat de pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que les transferts ont été faits correctement et ont-ils été au fond des choses? Moi, c'est ce que je ne crois pas. Ils n'ont pas été accompagnés de moyens. Et donc, mais est-ce que les élus aussi sont capables d'assumer ces transferts? Non, mais ils peuvent pas assumer quelque chose qui est difficilement gérable. Une collectivité comme elle est aujourd'hui, on ne peut pas imaginer d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut d'abord un diagnostic de ce qui ne va pas. Pourquoi l'État a soi-disant fait des transferts de compétences et il y a encore de nombreux services de l'État qui existent dans bien des domaines, notamment la culture, où la Corse, ma foi, gère pas grand-chose. Alors, si vous me permettez juste, moi je suis pas du tout persuadé de ça, parce que j'ai quand même le sentiment que les élus corses, de quelque bord que ce soit, se débrouillent toujours pour ne pas prendre leurs responsabilités à un moment donné. C'est-à-dire on a l'impression qu'on est un peu dans une situation qui est pas complètement désagréable, puisqu'on a de l'argent, bon ça se passe pas très bien et tout ça, mais on ne donne pas le sentiment d'avoir la volonté de prendre nos affaires en main, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dossiers qui, autonomie ou pas autonomie, vont être réglés. Hein. Le problème de l'énergie, le problème des déchets, le problème même des infrastructures routières, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et on n'a pas l'impression qu'il y a une vision d'ensemble. C'est-à-dire la vision d'ensemble qui serait de faire de cette île, comme disait le regretté Paul Silvagne, un archipel, d'en faire une île réellement, un espèce de petit continent, de rapprocher les distances. Juste par rapport à ce que disait Gabriel Xavier, ce que l'on constate, ou qu'on a l'impression de constater, c'est qu'il y a une forme d'instrumentalisation du refus, c'est-à-dire que tant que l'État ferme la porte, ça permet de rassembler les troupes. En revanche, le jour où il y a une possibilité de discuter, même si la porte n'est que légèrement entrouverte, ça c'est vrai, mais le jour où il y a une possibilité de discuter, il y a une difficulté à faire émerger un projet qui rassemble suffisamment de monde, quoi. Alors, autre sujet de préoccupation qui, pour le coup, concerne et inquiète tout le monde, c'est la hausse des prix qui se poursuit à un rythme accéléré. Il suffit notamment de passer à la pompe à essence pour le constater. Alors, cette semaine se tenait une nouvelle conférence sociale à Bastia sous l'égide de la collectivité de Corse. On écoute les représentants syndicaux. Si on n'augmente pas les salaires en Corse aujourd'hui, on ne s'en sortira pas. Certes, il faut bloquer les prix, certes, il faut faire baisser les prix, mais c'est les salaires qui sont trop bas, qui sont trop faibles. Il y a les loyers, le logement, donc les logements décents et à des tarifs respectables. Il y a l'ensemble de tout ce qui est le social, hein, la formation, l'emploi, c'est un tout. Nouvelle conférence, mais sans beaucoup de résultats, si ce n'est de remettre en avant les mêmes revendications habituelles, quoi. Indispensables, hein, certes, mais bon, on n'a pas l'impression que ça avance beaucoup. Là, le gouvernement, au moment où nous parlons, est en train de mettre en place sa feuille de route, notamment sur ce volet-là. La Corse n'a eu de cesse d'obtenir des choses, une prime de transport, compensation de la vie chère, on appelait ça, je crois, zone franche, réfaction de TVA dans la restauration. Et là, on parle d'une réfaction de TVA au plan national en matière de carburant. On sait très bien que toutes ces mesures, ça ne bénéficie jamais aux consommateurs, jamais. Il n'y a jamais de répercussions sur... En tout cas, ils sont vite rattrapés par l'inflation. Ils sont rattrapés surtout par les distributeurs. Il y a aussi un effet d'aubaine de la part des distributeurs parfois, mais pas que. Voilà, il y a aussi les distributeurs qui... Moi, je pense que la vraie question, on parlait là des loyers, la vraie question, c'est quel modèle de société veut-on pour la Corse? Là, la Corse est entrée de plein pied dans un système ultralibéral. Bon, on ne va pas se mettre sous une cloche, mais il faut un peu y réfléchir, quoi. Si les loyers augmentent, c'est qu'il y a une raison mathématique liée au marché. C'est le problème de fond, des salaires inférieurs en Corse, des prix qui sont plus élevés. C'est un constat qui est fait à peu près depuis un demi-siècle au moins. C'est une économie, un système économique qui profite à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Mais ce système-là, personne visiblement n'a envie de le remettre en cause. Non, il n'est pas contesté. Je rappelle quand même que la continuité territoriale, quand elle a été établie juste avant Alir, il a été faite pour faire baisser le prix et le coût de la vie. Bon, ça a eu un effet très pervers, c'est qu'évidemment un certain nombre de choses comme la conserverie de Casamotz, des entreprises qui étaient corses ont été évidemment fichues en l'air par la concurrence continentale. Donc chaque chose a un côté négatif, un côté positif. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, il y a simplement 10 ans, on pensait que c'était les grandes multinationales comme Veolia qui
qui allaient profiter de la Corse, qui allaient être des trucs. On s'aperçoit qu'il est né ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie locale, hein, qui, à travers le consortium et tout ça, est devenu le patron de la Corse. Donc le grand problème, c'est qu'eux-mêmes sont dépendants évidemment de la crise internationale, par exemple sur les denrées alimentaires, mais en même temps, moi je peux le dire parce que j'ai un enfant qui travaille comme vendeur dans un truc comme ça, c'est que les salaires sont réduits au minimum. Et que le problème, ça ne se réglera pas à Matignon, hein, ça va se régler ici. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une contestation sociale de la part des syndicats qui, au lieu de dire il faudrait... Mais ces revendications sociales, elles sont indispensables, ça porte surtout sur l'augmentation des salaires, la lutte contre l'inflation, mais on le disait tout à l'heure, l'inflation, elle mange tout ça assez rapidement, les augmentations, c'est ce qui s'est passé en 89, mais le changement lui-même du système... là, visiblement, où ça n'intéresse personne, où finalement tout le monde s'en satisfait plus. Non, mais je pense que c'est, si vous voulez, le grand drame qui est arrivé quand il y a eu la chute du mur de Berlin, c'est que très bizarrement, la fin du bloc de l'Est a provoqué petit à petit une désagrégation des forces de gauche, hein, qui étaient les forces les plus contestataires. Et qu'aujourd'hui, plus personne ne trouve de réponse à la question. Par quoi on peut le remplacer? On n'en sait rien. C'est-à-dire et on s'aperçoit que même les syndicats, à pas répéter sans arrêt les mêmes choses. Les syndicats qui appellent à voter Macron au présidentiel par contrainte aussi, voilà, qui sont, pieds non, mais ça veut dire qu'on est rentré dans une période où peut-être qu'à des questions qu'on se pose, il n'y a plus de réponse. En tout cas, jusqu'à présent, la collectivité n'avait pas la main sur ces questions-là. Là, elle demande d'avoir en partie la main. Alors, est-ce que c'est faisable? C'est compliqué, mais c'est difficile pour le coup de dire qu'ils sont responsables de la situation des salaires et des prix. Non, je dis actuellement, les compétences ne sont pas les leurs. Bon. Non, le problème des salaires, c'est le problème du développement économique. Il n'y a pas une économie suffisante pour avoir des salaires qui soient équivalents à la moyenne nationale. C'est sûr qu'il y a un taux d'engagement qui est plus faible qu'ailleurs, il y a un taux d'emploi peu qualifié qui est plus élevé, et il y a des gens qui travaillent dans le tourisme à la saison, et tout mis bout à bout, ça fait des salaires faibles. Voilà, le modèle économique est déséquilibré aussi. Hein. C'est sûr que le modèle touristique qui a longtemps été contesté par les nationalistes quand ils étaient dans l'opposition n'est plus du tout contesté aujourd'hui, et on s'en satisfait, sauf pour dire peut-être qu'il y a un peu trop de monde l'été. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alternative autre? Parce qu'ils ne proposent pas... En tout cas, l'économie productive dont on a beaucoup entendu parler, il y a peu de projets autour de ça, que ce soit dans l'agriculture ou dans autre chose, on en entend très peu parler. C'est la question de quel type de société pour ce pays. Là, on est à l'orée d'une saison qui promet d'être prometteuse, qui va être terrible en termes de surfréquentation. On va se taper les beaux embouteillages et les plages aussi embouteillées. Résultat des courses au mois de septembre, il y en a qui vont être beaucoup plus riches, il y en a qui vont être beaucoup plus pauvres à la fin de la saison. C'est une évidence. Effectivement, le levier principal, c'est pas d'agir sur les TVA, c'est pas d'agir sur des mesures comme ça. Il faut une vraie réflexion, ça se fait au niveau national, certainement, sur les salaires, sur une augmentation des salaires. C'est l'évidence même. Le pouvoir d'achat, c'est le salaire, c'est pas autre chose. Alors les problèmes sociaux, ils vont bien au-delà de l'inflation des salaires. Ça concerne le logement, l'énergie, on en parlait tout à l'heure. Alors tout ça va être sans doute posé place Beauvau, mais sans vision globale. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans une négociation classique, c'est-à-dire un peu d'argent par-ci, quelques aides par-là, et ça l'État sait très bien faire, puis finalement les élus sont satisfaits? L'État va peut-être aider à construire quelques logements, un petit replâtrage, et puis au final, peut-être qu'ils s'en satisferont. On verra après. On est quand même très en amont de tout ça. Hein. Avec l'excuse de la crise en Ukraine. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi qu'en fait, la Corse n'a pas choisi son modèle de société. Et côté nationaliste, ni son modèle de développement. Non, côté nationaliste, c'est pas le clivage droite-gauche, c'est pour ou contre l'indépendance, pour ou contre la clandestinité ou l'autonomie. Et en fait, tout ça fait que il y a des majorités qui ne ressemblent pas à des majorités. Ça pose un vrai problème que j'avais posé à Edmond Siméone, qui était le problème des solidarités extra pouvoir. C'est-à-dire que moi, il y a des choses très évidentes à faire dans les villages. Par exemple, quand il y a des personnes âgées, ça paraît tout bête, hein, mais de montrer qu'il y a un tissu de solidarité qui permet aux gens d'espérer autre chose. Parce que là, visiblement, tel qu'on en parle, il n'y a pas de solution. Parce qu'on dépend à la fois d'un processus national et international. Si, la solution, c'est de laisser vendre les maisons des villages qui sont plus occupées par les villageois petit à petit. On est en train de vendre les villages. Oui, mais on en arrive à toujours à ce dont on parlait, c'est le mental. Bon, pourquoi est-ce qu'en Islande, avec une population pareille, avec des volcans, au-delà du cercle polaire, ils arrivent à s'en tirer avec une certaine forme de bonheur? Bon, pourquoi est-ce qu'ici, on est tout le temps dans une espèce de mélancolie, de demander toujours plus et de ne pas être satisfait quand on l'obtient et tout ça? Paradoxalement, c'est parce qu'ici, le territoire est très attractif et qu'il y a des gens qui veulent s'installer ici et que ça crée des concurrences très fortes et que pas tout le monde a les moyens. Je suis d'accord.
Alors qu'en Islande, peu de gens veulent y vivre, veulent y vivre à l'année parce qu'il fait un petit peu froid. Non, mais c'est peut-être ça qu'il faut poser en problème. C'est-à-dire qu'il faut prendre, en effet, c'est ce que vous disiez, quelque chose de général, comprendre quel est le cadre général et après essayer de discuter en fonction de ça. Parce que si on pose les problèmes, moi je sais pas, par exemple, j'aime bien Battistini de la CGT, mais de dire il suffit que, en plus quand l'État donne, après on dit les finances sont catastrophiques, alors que c'est un peu paradoxal tout ça. Donc si on ne fait pas les choses, et surtout à l'échelon local et du possible, parce qu'encore une fois, il faut que le mouvement nationaliste, enfin qui est à la tête de la Corse, obtienne des victoires. S'il n'y a pas de victoire, si on continue à se lamenter, c'est désespérant comme truc. Des saupoudrages. Alors, on en vient au dernier sujet de l'émission. Là aussi, c'est un problème, phénomène très préoccupant qui vraisemblablement va s'accentuer dans les années à venir. C'est celui de la sécheresse. On a vu ces dernières semaines des températures élevées pour la saison, un manque d'eau dans certaines micro-régions qui commence à se faire sentir. Beaucoup de vent également. Une saison qui s'annonce très difficile en la matière aussi. Jérôme. Oui, je ne suis pas agriculteur, mais je vois bien l'état et puis au vu des spécialistes. Par exemple, comment s'appelle-t-il, Antoine Orsini, que j'ai récemment eu dans un sujet sur ce problème de sécheresse, dit tout simplement qu'en 2021, 100 villages se trouvaient en difficulté en termes d'approvisionnement en eau. Cette année, ce seront 300 villages qui vont se trouver dans une même difficulté. Il y a un vrai problème, il y a un problème de gestion de l'eau, d'anticipation, parce que maintenant... D'absence d'anticipation. Maintenant, on le sait. Bon, le réchauffement climatique, ça existe maintenant, bon, ça va. Donc, on le sait, si on n'arrive pas à anticiper... Non, le problème, ça va être un problème encore pareil, ça va retomber sur le citoyen, parce que dans quelques temps, la gestion de l'eau, ça va plus être les communes, ça va être les intercommunalités. Alors, on dit toujours économie d'échelle, donc effectivement ça va être plus efficace, mais au bout du bout c'est toujours le consommateur, c'est toujours celui qui se trouve au bout du bout qui va devoir payer, y compris les investissements. Il y aura des conséquences qui vont être multiples, les risques de coupure d'eau au moment où la Corse sera le plus peuplée, les incendies qui pourraient être de grande ampleur évidemment, mais aussi les conséquences sur le plan de l'alimentation énergétique. Vous avez travaillé dessus. Oui, alors, en fait dernièrement on a vu un représentant syndical de la CGT, Xavier Nez, qui nous disait que en CSE, donc l'instance représentative du personnel, la direction d'EDF a dit qu'il y aurait des difficultés peut-être cet été à alimenter. Déjà l'an passé, mais là cette année, les infrastructures sont de plus en plus vêtues, ils ont fait venir des groupes, mais comme il y a la sécheresse, effectivement, un tiers à peu près d'électricité est d'origine hydraulique. Et on ne pourra pas vider les barrages plus que de raison. De toute façon, aujourd'hui, il y a une convention avec les communes qui empêche de descendre à des niveaux trop bas. Donc, il va manquer cette part d'électricité-là, va manquer, et peut-être qu'il y aura des coupures. Alors, la direction, pour l'instant, n'a pas encore donné sa position officielle. Elle le fera très probablement aujourd'hui. Mais c'est inquiétant quand une direction le dit face à des organisations syndicales. Alors, l'hydraulique, aujourd'hui, c'est la principale source d'énergie propre. Hein. 30% à peu près. Il n'y a plus d'investissement dedans. Comment ça s'explique ? Bon, je crois qu'il y a un projet quand même sur la Gravonne, mais bon, je ne me rappelle plus du détail, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une ressource qui est beaucoup mobilisée. Il n'y a pas de barrage prévu, effectivement. Il y a pas de, dans le Tare, qui est le fleuve qui a le plus de débit de Corse, il y avait un projet, mais on n'en entend plus parler, quoi. Et c'est vrai que il y a un manque d'anticipation évident. Puis surtout, je trouve qu'il y a des sources d'énergie qui permettraient de produire de l'électricité, comme par exemple la mer, hein. Encore une fois, la mer autour de la Corse, c'est 14 degrés en permanence. C'est-à-dire qu'on peut capter des calories énormes. Il y a toutes les sources d'eau chaude, puisqu'en Islande, c'est essentiellement ça. Et il y en a. Il y a des panneaux solaires, c'est évident. Là aussi, il n'y a pas de politique en la matière. Non, il n'y a pas de politique du tout. Il n'y a pas de politique non plus de réserve d'eau, hein, parce que le problème, c'est qu'en Sardaigne, par exemple, ils ont créé des retenues partout. Et maintenant, on peut créer des retenues en plus souterraines, en creusant et en mettant des poches dedans et en faisant en sorte qu'il y ait moins d'évaporation, parce qu'il y a beaucoup d'évaporation avec le soleil. Donc il y a plein de choses à faire, mais simplement, il faut se prendre en main. Et il faut faire là aussi, regarder l'existant et faire un plan. Et ce qui est un peu désespérant là aussi, c'est qu'on est l'île de Méditerranée la plus arrosée de toutes les îles. C'est nous qui battons tous les records. Je crois qu'il y avait 8 milliards de mètres cubes voilà, c'est ça, donc 98% repartent à la mer. Il y a quelques années. Bon, ça veut dire qu'il y a de l'eau à capter, mais le problème, c'est que, hein, encore une fois, il faut le vouloir. Hein, c'est ça qui est... Et de l'eau à capter, mais l'eau, c'est pas simplement ça, c'est aussi la montée des eaux qui est prévue, c'est-à-dire, par exemple, l'aéroport d'Ajaccio, pardon, excuse-moi, je fais un petit... d'Ajaccio est en zone inondable.
il y a des voies qui sont en zone inondable. C'est-à-dire que tout ça, ça doit être prévu. Le port d'Ajaccio est catastrophique du point de vue de la façon dont ça a été construit, parce que la houle s'engouffre à l'intérieur et casse des trucs. Donc il y a plein de choses à faire, mais il faudrait avoir je sais pas, le prévoir quand même. Autre élément, autre risque, c'est celui des incendies, hein, comme le débroussaillage pourtant est obligatoire, il n'est pas fait de façon systématique, on voit très peu d'engins sur les routes, puis bon, les mairies visiblement n'ont pas les moyens de faire débroussailler, les propriétaires ne répondent pas aux demandes. Hein. Il y a aussi l'occupation des territoires. Hein. Les propriétaires, oui, en zone périurbaine, on entend les débroussailleuses du matin au soir, mais dans les villages, qui occupe les villages maintenant pour nettoyer les jardins C'est une question. On revient à Gabriel Xavier Cueillot, le cite l'Islande à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'est le meilleur des modèles, apparemment ça l'inspire. Mais on revient à quel choix de société pour la Corse, quoi. Eh bien, ce sera là votre conclusion, Jérôme. Merci tous les trois, messieurs, de votre participation. Rivista e compceridroem a settimana che bene per l'ultima emissione di l'anno. Bostochido, Busarem e Vedia di un primo giro di elezioni legislative. Intanto, buona settimana e buonasera a tutti.